Le roman des 12 est un livre assez mauvais, à l'élaboration singulière. Il pèche par une multitude de défauts inhérents à son étrange concept et à la paresse des hommes. La promesse était belle pourtant. Réunir 12 auteurs confirmés de leur temps pour qu'ils écrivent, chacun leur tour, un chapitre d'un roman dont rien n'aurait été prévu à l'avance, ni histoire, ni personnage, ni genre. On tirerait au sort le numéro du chapitre, entre 1 et 12, alloué à chaque écrivain, et cet hasard serait aussi indéboulonnable que leur talent, bien sûr. Mais l'on laisserait tout de même au paternoster le soin d'entamer le bal. Et qui est ce créateur initial, cet aïeul céleste, ce seigneur au droit de cuissage ? Eh bien, c'est le premier des hommes de bonne volonté, bien sûr. Le grand-fils spirituel de Jean-Pierre Brisset, le presque poète de Créteil, l'académicien unanimiste, j'ai nommé Jules Romain. Mais sachant cela, nous ne saurons rien d'autre. Tout l'enjeu de la lecture serait donc d'identifier l'auteur de chaque chapitre, puisqu'à l'exception du premier, aucun ne serait signé. Viendrait ensuite le temps de la note sur 12. Alors, bon ou mauvais élève ? Oublieuse postérité, épisode 17. De la confiture aux lettres. Écoutons René Julliard, l'éditeur chanceux, celui qui flaira le bon coup au joyeux Rolando de Boudin, dans sa préface. Le métier d'éditeur a ses moments d'émotion. À la fin de 1954, j'en ai connu un que je ne suis pas prêt d'oublier. Un romancier notoire, un ami de 20 ans, était venu frapper à ma porte pour m'entretenir d'un projet qui tout de suite me fit bondir. La troupe qui venait à moi rassemblait autour de l'illustrateur des hommes de bonne volonté 11 écrivains qui avaient tous fait leurs preuves. En recensant leurs titres et leurs couronnes, j'y découvris un membre de l'Académie française, un prix Goncourt, 2 grands prix du roman et un grand prix de poésie de l'Académie française, un prix Femina, 2 grands prix de la ville de Paris, un grand prix de Monaco, un grand prix de la ville de Bordeaux, un grand prix de la critique littéraire, 3 prix interalliés, un grand prix international du roman et 2 grands prix de la Société des gens de lettres. Diable. Et plutôt 16 fois diable, si l'on additionne tous ces prix. Plus de prix que d'écrivains au projet. Après tout, n'était-ce pas là la plus éclatante garantie de succès ? D'autant plus que l'éditeur n'en est pas à son coup d'essai. Du moins lors de la parution du roman des 12 en 1957. Oui, le projet eut 2 années de retard à cause de divers impondérables liés au caractère de ses multiples primés. Des dialogues de films à terminer pour l'un, une tournée de conférences pour l'autre, une envie subite de tuer tous les personnages pour un 3e, ou encore une fuite américaine avec une milliardaire pour un 4e, heureusement fuite qui tourne à court. L'éditeur avait déjà l'expérience du scandale, en bon descendant de Bernard Grasset et du marketing radiguet. L'affaire Minou Drouet ne nous dit certes rien de nos jours, mais ce fut dans les années 50 une sacrée controverse. Et pour cause, en 1956, un an avant la parution du roman des 12, René Julliard édite un recueil de poèmes intitulé « Arbre, mon ami ». Redoutable succès de librairie. Ce recueil fut composé par Marie-Noëlle Drouet, qui est née en juillet 1947, et qui avait donc 8 ans au moment de la parution. Rimbaud, de Richaud, des retraités à peine pubères, voyons. Et Françoise Sagan alors ? Eh bien un autre coup de René Julliard, bien sûr. Un an auparavant, en 1955, qui publie Bonjour Tristesse, d'une écrivaine inconnue alors, âgée de 18 ans, dont on dit que le livre est plus celui de son correcteur chez Julliard que le sien.
poussant le vice référentiel, René Julliard scindra le roman d'un bandeau sur lequel est écrit « Le diable au cœur », en hommage au roman de Radiguet bien sûr. Alors, appétence au jeunisme ? Pourquoi pas, si le public le veut. Mais appétence au coût, au commerce, au marketing, c'est une certitude. Avec l'affaire Minou-Drouet, c'est le début de la foire d'empoigne. Enfant génial pour les uns, enfant adopté et à demi brutalisé par sa mère, incapable de ses métaphores, ses mots valises, cet humour grinçant pour les autres. Cocteau dit que tous les enfants sont poètes, sauf Minou Drouet. André Berry, grand ami de Julliard et un des 12, écrit dans le journal Combat, un prodige si l'on veut. Prodige non de fraîcheur, mais de pédantisme précoce. Une petite vieille enfin. Une petite vieille de 7 ans. La plus jeune à ce jour des petites vieilles. Pêchant dans l'encrier de la maternelle des infantilismes d'intellectuelles gâteuses. Telle est la révélation que nous apporte cette doyenne à l'envers. La mère adoptive intente un procès à ceux qui médisent à propos de son éducation. René Julliard affirme que tout est de la petite fille, qu'il l'a vue évoluer dans son vivier et que, foi d'éditeur, nous avons là, à portée de main, la Mozart du stylo bic. Mais beaucoup pensent à une manipulation de la mère. Louis Pauwels, Léo Ferré, André Breton estiment que c'est la mère adoptive qui écrit pour Minou. Mais René Julliard résiste et surenchérit. Il va jusqu'à dire qu'il s'agit là d'une nouvelle affaire Dreyfus. Et songe un temps, très sérieusement, à adopter la petite Minou. Nous pourrions encore continuer avec la publication en 1956 et 1957 de 2 romans de Berthe Grimaud, âgée de 16 ans, gardeuse de chèvres, presque illettrée. Sauf qu'on découvrit bien vite qu'elle n'était pas l'auteur des 10 livres. C'est donc bien naturellement que les caisses renflouées par le succès de Mimi en 1956, celui de Sagan en 1955, l'affaire est entendue pour 1957. Ce sera le roman des 12, et avec ça, en l'occurrence, car il faut parfois être sévère, des pages qui auraient pu être écrites par 1 ou 12 enfants de 8 ans. Dans le fond de la classe, avachis sur leur pupitre, voilà les 12 apôtres. Jules Romain, Louise de Villemorin, André Berry, Yves Gandon, Pierre Bost, Michel de Saint-Pierre, André Beclerc, Gilbert Sigaud, Jean-Louis Curtis, Paul Vialard, Jean Dutour et Alexandre Vialat. Combien de noms résonnent encore à nos oreilles 65 ans plus tard ? Peu, il faut bien en convenir. Jules Romain, bien sûr, quoiqu'il ne soit plus vraiment lu. Louise de Villemorin, certainement. Et Alexandre Vialat, le traducteur de Kafka, sans doute celui qui est encore le plus d'actualité, celui dont on a longtemps continué d'éditer ses œuvres posthumes. Quant aux autres, c'est un naufrage de la postérité. Le mérite-t-il ? Difficile à dire. L'essayiste Pierre de Boisdeffre, par exemple, ne tarit pas d'éloges à propos de Michel de Saint-Pierre et explique sa disparition en raison de la classification de ses écrits. À droite. Et catholique en plus. À propos de Jean-Louis Curtis et de son roman Les Forêts de la Nuit, paru en 1947, Maurice Nadeau parle dans le journal Combat de chef-d'œuvre. Rien de moins. L'érudit Jacques Brenner fait un juste éloge de son œuvre dans son histoire de la littérature française, évoque son intelligence critique, sa virtuosité stylistique, et en fait un prince du pastiche.
Yves Gandon, lui, est un écrivain protéiforme, allant de l'essai, le démon du style par exemple, qui est à lire pour ses analyses de l'écriture justement, assez rare parmi les critiques, au roman, la poésie. Céline, comme pour à peu près tout le monde, fait son éloge funèbre, octant dans Bagatelle pour un massacre, lui reprochant d'admirer des styles dans lesquels lui ne, je cite, trouve pas même un pet de lapin. Gandon, comme Paul Vialard, 5 ans avant lui, deviendra président de la Société des gens de lettres, office qui s'occupe notamment des copyrights, des droits et désormais des versions numériques des livres. Kerbost est un peu plus sanglant. Il a des choses à dire qui ressemblent à des tragédies prolétaires, à des drames du quotidien et des gens simples. C'est souvent court, allant à l'essentiel, et en ce sens, sans doute ses romans manquent-ils de matière. C'est dans le cinéma qu'il va s'épanouir avec une multitude de scénarios de films très connus, comme Jeux interdits, La traversée de Paris, L'horloger de Saint-Paul, Le juge et l'assassin. Ce sont donc bien 12 auteurs au filon singulier et valable que réunit ce projet collaboratif. Certes, ce ne sont pas Camus, Sartre, Malraux, Beckett, Céline et autres auteurs de tout premier plan, mais tout de même, les recensions élogieuses à propos de l'œuvre de ces écrivains oubliés sont nombreuses. En somme, bien sûr, ils savent bâtir, ils savent penser, ils savent écrire. Il n'y a donc pas à s'inquiéter. S'emparant du pouvoir à la fois inquisiteur et triste du premier rédacteur, Jules Romain ne déroge pas à une certaine forme de classicisme que son obédience théâtrale dévoie bientôt. En effet, si la première impression de lecture du premier chapitre du roman des 12 est celle d'une sagesse bonhomme, d'une légère crainte philosophique, il ne faudrait pas passer à côté de la tentation du cliché et donc, dès les premières pages, d'une sorte de paralittérature. En effet, nous avons affaire à un homme responsable, à un chef de projet, sorte de manager des temps modernes sérieux dans son travail, et pourtant capable d'une blague entre deux réunions. Mais avant de pousser plus loin notre étude, que raconte ce premier chapitre ? Sur un paquebot perdu dans le brouillard, non loin des falaises de Dieppe, au beau milieu du Channel, comme l'écrit Jules Romain, un vieux gentleman d'une 60aine d'années, elle un garçon qui approche de la trentaine. Ils discutent de la pondération du capitaine qui a fait drastiquement ralentir le bateau, de l'épaisseur de la brume, de prudence ou d'intrépidité, des moyens de sortir de cette purée de poids. Un paquebot émergeant du brouillard, des personnages en faisant autant. N'est-ce pas déjà un bel hommage métaphorique à l'œuvre littéraire qui crie et pleure sitôt sortie du cerveau ventru de ses créateurs ? Bientôt, une girl, comme l'écrit Romain, rejoint les deux hommes qui se sont installés dans un salon. Tous trois commencent à discuter. Il y a donc Herbert Waubel, le gentleman soixantenaire, professeur d'archéologie au Merton College à Oxford, Armand Charbigny, de l'Institut français d'Oxford, toujours, et Miss Mary Babbage, assistante principale de Mrs. Dorset, le plus sérieux concurrent de Madame Tussaud, le musée de cire de Londres. La conversion s'oriente le plus naturellement et innocemment du monde vers le musée Grévin, puis vers les catacombes de Paris. Rendez-vous est pris samedi à 14h. Les trois protagonistes s'y retrouveront pour une cartilagineuse visite. Après cette réunion tripartite, conjonction bien naturelle et hasardeuse d'une rencontre dans le brouillard marin, Jules Romain ne laisse pas au second auteur le soin de se saisir ou non des catacombes, de jouer de l'ellipse pour s'y soustraire, ou au contraire, de s'y hasarder. S'y perdre, pourquoi pas, pour orienter le récit d'un nuage menaçant vers un autre. Non,
le patron va nous conter les premiers pas de l'osseuse exploration. Et bientôt, dans l'obscurité et l'humidité, le jeune Armand et Miss Babbage perdent le vieux professeur Wobble. Hésitant, ne sachant s'il faut suivre le reste du groupe de touristes ou se lancer dans d'autres galeries, ils décident finalement de chercher le professeur qui ne doit pas être loin. Ils trouvent bientôt la carte de visite de ce dernier au milieu d'une petite salle. C'est un indice. Il faut découvrir la prochaine carte, fin limiers qu'ils sont, descendants glorieux du Petit Pousset. Vient bien sûr le moment nécessaire des excellents films d'horreur. Plusieurs choix de galeries, et il faut donc se séparer. Brillante idée. Évidemment, le jeune Armand se perd, erre, finit par s'endormir dans les souterrains. C'est le temps des grandes introspections. Mais ce n'est pas l'étouffement métaphysique d'un égarement dans les gouffres de la terre qui se saisit du jeune homme. Non, c'est une sorte de réflexe policier, de rigueur militaire. Comptant ses pas, marquant les murs, griffonnant un plan, économisant ses forces et ses maigres vivres, Armand va bien vite venir à bout des tunnels de Paris. En effet, il découvrira bientôt des éboulis, et derrière ces éboulis, un rideau, qu'une lumière ainsi que le son d'une guitare et d'un piano traversent. Fin du chapitre de 29 pages, le deuxième plus long du roman. Qu'y a-t-il à dire de ce premier chapitre ? Plus de positifs que de négatifs, c'est certain. Sans pour autant que le travail ait été effectué avec audace. Celle qui aurait peut-être permis au romancier suivant de s'engouffrer dans des ossuaires plus profonds encore. Il faut en convenir, le trinôme qui se construit par inadvertance ou presque dans la brume prépare une ambiance mystérieuse et somme toute baroque, voire, naufragé au sec entre Angleterre et côte normande, obscurément romantique, passionnément gothique, quelque part entre Charles Nodier et Mary Shelley. La scène suivante, dans les catacombes, est une promesse et aurait dû être un engagement. Du gris d'os pour seule lumière, la perte et l'effacement successifs des personnages pour ne laisser au lecteur que la trace du jeune Armand. Voilà qui donne à croire que nous nous enfonçons dans les ténèbres et sans doute le fantastique ou l'horreur. Mais plus encore que l'idée, il y a le traitement de l'idée, et en l'occurrence, l'écriture de Jules Romain. Et c'est, je crois, l'erreur fondamentale qui entraînera dans une chute abyssale ce roman collectif. En un mot, Jules Romain ne prend pas au sérieux la symbolique des lieux qu'il a lui-même convoqués. Nul Melville, nul Conrad sur le paquebot, nul Lewis, nul Poe, nul Petrus Borel dans les catacombes. L'écriture déjoue drastiquement chaque symbole, se saborde elle-même, promet fermement pour mieux éventer son vin. Les conversations sur le bateau n'ont guère de profondeur et jouent déjà sur les apparences, le double sens, le faux semblant qui sera, nous pouvons le dire, voire le hurler, le maître mot du roman. On s'amuse de confondre Tussaud, Grévin et donc d'Orsay, où travaille Miss Babbage. On ôte à Armand, alors qu'il est perdu dans une tombe labyrinthique et ancestrale, toute crainte, toute angoisse, toute éventuelle folie, en convoquant, je ne sais pas, un traumatisme de jeunesse, une tare héréditaire, ou rien que la faim et la soif au seuil de l'agonie, pour les remplacer par une soudaine inspiration maigressienne, une acuité holmésienne qui frise, malgré tout le sérieux de ses réflexions, le ridicule. Pire encore, quand le chapitre se clôt sur la lumière et la musique passant à travers le voile, encore un symbole inutilisé, ce n'est pas pour inspirer une frayeur à propos du chant du monde enseveli,
ou d'une oraison composée avec des sons inconnus ou des accords impossibles, mais simplement pour signaler que le piano essayait maladroitement de rattraper son retard sur la guitare. Quelle ambiance acoustique! Quel suspense de mélomane! Alors oui, on pourra arguer que Jules Romain se lance dans une entreprise tout à fait parodique, que les preuves sont là, dans l'abîme structurel édifié entre le théâtre noir des événements et l'écriture à rouflaquette des 10 événements, entre les personnages flegmatiques et l'entreprise ambitieuse qui débute. Sans doute. C'est tout bonnement Knox se faisant écrivain. Nous aurions pu avoir un progressif roman du fantastique et de l'horreur. Nous voilà lancés vers un pastiche du roman feuilleton. Au lieu de forcer le travail des suivants vers les méandres horrifiques et existentiels, Romain laisse le choix. Tu as les lieux de l'indicible peur, pour reprendre un mot cher à Lovecraft, mais tu as la permission du grotesque, pour en reprendre un autre. Allez, ne désespérons pas. Le second chapitre arrive, et avec lui un nouvel auteur, une nouvelle langue, un nouveau style, des ambitions sans doute élevées. Et puis, l'information est facilement trouvable, c'est Alexandre Vialat qui en est l'auteur. L'ombre inquiétante de Kafka, l'auteur de Battling le Ténébreux et du Fidèle Berger, des romans à la fois sombres et poignants. Tout va aller pour le mieux. Maladroit, Armand tombe des éboulis derrière le rideau et atterrit dans la pièce d'où viennent musique et lumière. Entamer son chapitre par une grossière chute n'est pas très engageant quant au sérieux des pages à venir, mais allons, ne perdons pas la foi, persévérons. La chute est après tout peut-être métaphorique, annonciatrice d'un voyage vers le cœur des ténèbres. Toi Armand dans la pièce, Nelly, une femme aux cheveux blonds, Marco, un Italien, Ali, un homme noir torse nu, et Joe, un homme musclé en maillot. Après 3 ou 4 pages de discussion à la fois loufoques et survoltées, nous apprenons qu'Armand vient de débarquer au Petit Nécrophage, un restaurant dans les catacombes, là où on mange du mort, bien entendu. Vialat continue de faire discuter ses personnages, pour l'ambiance carnavalesque, pour l'incongruité, pour donner au menu du jour un peu de saveur. Mais encore une fois, l'écriture n'a rien de sérieuse. Nous sommes dans un jeu où l'outrance semble être le seul guide. Alors les personnages vont manger, boire surtout, jusqu'à que conscience et mémoire se disloquent. Soudain, Miss Babbage retrouve Armand, mais on le comprend à peine car l'alcool émousse aussi la plume de l'auteur qui s'engage dans une digression qui voit tour à tour passer les fantômes de Mark Twain, de Kid Williams, d'Ivan le Terrible, de Byron. Comme l'écrit Vialat 2 pages avant la fin de son chapitre, je cite, « C'était délicieux d'idiotie, métaphysique pour ainsi dire, et sur un air voisin de celui du petit garçon qui aime bien les confitures. Si seulement il y avait eu un peu de métaphysique, peut-être aurions-nous pu rire, mais comme il n'y avait que le petit garçon qui aime la confiture, on ne pouvait, en somme, que pleurer. » Étrange sensation que ce romancier multipliant les exagérations, développant la cacophonie, flirtant avec le boulevard, pour ne décocher au lecteur qu'un soupir bien là. Typique d'un assaisonnement outrancier sur un plat sans saveur. Alors, pour en finir avec son chapitre, Vialat fait sortir Miss Babbage et Armand du Petit Nécrophage, où se régale désormais une foule luxuriante et bariolée de fins gourmets. Mais à peine Armand retrouve-t-il la lumière et l'air pur des rues, que, nouveau rebondissement assez recherché et original, Miss Babbage disparaît dans son dos. Par une note de bas de page adossée au dernier mot de son chapitre, Vialat écrit
Je cite, note de l'auteur. Ce chapitre est répugnant. L'auteur partage le dégoût du lecteur. Quelles peuvent donc être les ambitions de ce caravansérail ? Il semble assez clair que Vialat souhaite se révolter contre le calme bonhomme de Jules Romain. Il semble assez clair aussi qu'il souhaite en quelque sorte phagocyter l'entreprise, ou au moins saper les fondations, glisser dans son chapitre un esprit malin, un esprit de sabotage. Ce n'est bien évidemment pas une destruction en règle des éléments mis en place dans le chapitre d'ouverture, mais tout de même, la différence de ton est plus que marquée. Volonté de se faire reconnaître parmi ses 11 pairs ? Possible. À bien des égards, l'écriture est assez proche de son roman Les fruits du Congo. Colorée, vive, enflée. Seulement, dans ce chapitre, Vialat n'a rien à dire, sinon la réaction qui est la sienne à propos du chapitre qui le précède. Il parle entre les lignes à l'éditeur, à Romain, et aux 10 séides qui le suivront. Mais pourrait-on avancer ? N'est-ce pas là ce que l'on cherche à la lecture d'un tel ouvrage ? Non pas le livre dans son ensemble, avec son histoire et sa singularité, mais bien le livre découpé, seulement fait du dialogue métatextuel qui peu à peu se tisse d'un chapitre à un autre, et pourquoi pas entre chapitres même lointains. Roman d'artiste, plus que roman de lecteur alors. En tout cas, une chose est sûre, roman d'enfant qui se régale avec le pot de confiture. À partir de maintenant, je ne connais plus les auteurs. Je plonge donc dans le mystère de l'identification, alors même que je n'ai pas lu tous les auteurs. Ce qui fausse partiellement le jeu, mais ne lui enlève en rien son côté ludique, qui, il faut bien le reconnaître, sera une grande réussite. Refusant cette mascarade, ou la prolongeant selon un angle différent, ce que nous verrons bien vite, le troisième auteur laisse pour un temps Armand et Miss Babbage pour retrouver le vieux professeur Herbert Wobble. Un nouveau personnage apparaît dès la première page de ce chapitre, en la personne de Charlie Arnold, neveu du vieil homme. Quelques paragraphes plus tard, c'est Mademoiselle Rameau que l'auteur nous présente. Une sorte d'assistante à tout faire du professeur Wobble, dont on apprend bientôt qu'il n'est pas celui qu'il semble être. Non, Wobble n'est pas qu'un simple enseignant. Il est au service d'une cause secrète et mystérieuse, et nous apprenons que c'est lui qui a fait capturer Miss Babble à la sortie du petit nécrophage pour la conduire dans sa base secrète installée dans le sud de la France. Mais c'est une erreur des hommes de main. Wobble voulait capturer Armand, non pas Babble. Une seule solution se propose donc à lui, faire assassiner Miss Babble plutôt que la délivrer. Réminiscence d'un désir plus large que René Julliard évoque dans sa préface, à propos de l'auteur qui voulait tuer tout le monde pour recommencer un nouveau livre. Cri de colère à l'endroit des 2 premiers auteurs de ce canular en devenir. Message laissé à l'attention du prochain. On en sait malheureusement trop peu à propos des arcanes de ce roman pour étayer ces hypothèses. Il aurait été si intéressant d'avoir en négatif un journal de bord des écrivains, de l'écriture, des véritables intentions de chaque signataire, des désirs narratifs et des impératifs du réel romanesque. Et j'en viens à croire que ce manque de glose des romanciers, même dans leur correspondance ou mémoire, illustre bien l'aspect vain et factice de cette entreprise. Reprenons. Dans ce 3e chapitre, le caractère du vieil archéologue change du tout au tout. Celui qui semblait si simple devient une sorte de grand méchant, Docteur No en avance de quelques années. Mais, encouragé par son assistante Mademoiselle Rameau, le vieux Wobble cède. Plutôt que d'éliminer Miss Babble, il va lui trouver une utilité,
une utilité dont la jeune femme ne sera pas au courant et qui servira le destin de l'organisation. À savoir, semble-t-il, aménager les entrailles de la Terre, créer des villes souterraines, des pays souterrains, à l'abri de toute menace. Ce qui n'est pas sans rappeler un roman d'Yves Gandon publié en 1945, Le Dernier Blanc, ce qui me fera donc miser sur lui pour l'écriture de ce chapitre. L'auteur se décide aussi, afin de donner de la matière à cette organisation secrète, à explorer une partie du passé de Vauble. On apprend que ce dernier connut Churchill, Einstein, des rois et des reines, participa à la Seconde Guerre mondiale, découvrit ce coin de Provence et surtout cette carrière abandonnée qui deviendrait le siège du futur monde souterrain de demain. Et tandis que cette introspection propice au calme et au souvenir, propice aussi pour la première fois peut-être à accorder langue et contenu, voilà que Miss Bubble s'échappe. Ni une ni deux, le professeur Vauble fait de son neveu son agent secret et l'envoie sur les traces de la fuyarde afin de savoir quel lien existe entre elle et Armand, qui faisait mine de ne pas se connaître sur le paquebot, et quel était le véritable rôle de ce restaurant cabaret étrange, le Petit Nécrophage. Avec ce chapitre à la fois logique et plus dense, l'orientation générale du roman allait être donnée. Espionnage. Pour beaucoup de pires et peu de meilleurs. Ainsi s'enchaînent les chapitres, parfois scolaires et insipides, suivant la trame, parfois impliqués et sérieux dans le brouhaha général, et parfois en roue libre totale. En quelques mots, voilà l'apparition d'une jumelle à Miss Bubble. Voilà Charlie Arnold, le neveu du professeur, tombant amoureux de l'une des deux, et Armand tombant amoureux de l'autre. Mais on les confond. On ne sait jamais qui est qui jusqu'à l'apparition d'un grain de beauté qui pourrait faire toute la différence entre les deux femmes. Un auteur perdu décide de recourir à une agence de détective privé en milieu de roman. On croit retrouver Babbage, mais l'on se rend compte que c'est sa sœur qui semble être une grande espionne internationale, la Suissesse Schwartz, qui est d'ailleurs aux trousses du professeur Vauble depuis qu'il a intégré sa mystérieuse organisation. On apprend un peu plus tard que le dit Vauble n'est pas si blanc que ça au sein même de son groupe occulte. Il détournerait de l'argent afin de constituer une immense collection d'art privé dans sa future ville souterraine, dont il serait l'unique habitant ou presque. Charlie décide d'aimer l'autre sœur, Armand échange, puis on ne veut plus. Tout ce petit monde se retrouve dans une fête foraine et dans un labyrinthe, puis bientôt au Petit Nécrophage où finalement, le professeur Vauble a le dessein de faire manger à Armand de la véritable viande humaine. Celle de Miss Bubble qu'il aurait enfin réussi à retrouver et capturer. Un ultime et court chapitre vient conclure le roman. Ellipse de cette année. Style vulgaire et je m'en foutiste, mais plutôt bien trouvé et qui clôt de manière à peu près correcte ce fatras de rebondissements et de faux semblants. Enfin. Alors, que peut-on retenir de cette épopée parodique ? Qu'il eût fallu la prendre au second degré ou plus encore, c'est une certitude. Mais soyons sérieux. Invoquons notre droit à l'étude plus qu'au divertissement. La première chose qui frappe est bien l'égoïsme des auteurs. Il est assez étonnant de voir la manière dont chacun d'eux ou presque semble vouloir tirer la couverture à lui. Soit en niant le travail qui a été fait précédemment, ou soit en le ridiculisant. Il est assez certain que l'impulsion malhabile de Jules Romain n'y est pas pour rien, mais c'est surtout le second chapitre qui, me semble-t-il, allume la mèche. Avec cette cacophonie parfaitement loufoque, il semble acter
que les libertés grandes de l'écriture sont désormais autorisées. Le roman des 12 peut devenir un défouloir. Voilà ce qu'il faut lire dans le chapitre d'Alexandre Vialat. Le roman des 12 peut devenir un exercice de style. L'occasion d'écrire tel qu'on ne le ferait jamais dans sa carrière personnelle, tel qu'aucun éditeur ne l'accepterait. Mais pour une fois, le roman est accepté d'avance. René Julliard l'a dit. Il semble assez clair que les pages soient truffées de mines, de pièges. Chaque chapitre, plutôt que laisser au prochain scribe le choix des armes, semble lui clore des portes pour le mener, sans doute contre son gré, vers des régions dégénérées où ne poussent que les mauvais romans d'espionnage. Voilà du San Antonio qui se prend pour Malco dans une adaptation réalisée par un milliardaire de 8 ans. Jeu de romancier pour romancier, jeu de romancier entre romanciers, il est tout à fait clair que le public est exclu de cette petite entreprise mirifique. Seul l'auteur du 7e chapitre semble être pleinement rentré dans le jeu, à la fois du côté des auteurs et du côté des lecteurs. Chapitre très habile, joueur, métatextuel. Il utilise habilement le labyrinthe que nous proposaient déjà les catacombes, tout en le réactualisant, s'adresse de manière subtile au lecteur pour l'aider à découvrir son identité, rectifie de manière amusante une approximation physique du chapitre précédent dans une scène de rapt, emploie de manière pas trop téléphonée les jumelles, et surtout, donne du ton et du rythme. C'est de loin le meilleur chapitre du livre parce qu'il ne se prend pas trop au sérieux, tout en n'omettant pas d'apporter du sens dans un ouvrage qui en manque cruellement. Corde raide de l'humour qui ne s'égare pas dans la provocation ou le monologue. C'est donc tout naturellement qu'il m'a semblé être le chapitre rédigé par Jean Dutour. Pour le reste, comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons que parvenir à une conclusion ambiguë. Il s'agit d'un pur roman du piétinement, malgré une multitude de scènes plus bouffonnes les unes que les autres. On ne fait qu'avancer, chercher, explorer, et pourtant, on ne quitte jamais le quai. La mer est vide, le vent tombé par terre. Une débauche d'énergie proprement titanesque pour accoucher d'une souris. La promesse n'aura pas été tenue. Pour y parvenir, il aurait fallu, besogneuse perversion, déchirer le manuscrit aussi souvent que nécessaire. Il aurait fallu renvoyer chaque auteur dans son cachot exquis pour qu'il recommençât. Il aurait fallu que la punition et la contrainte fussent si grandes qu'ils cessassent tôt ou tard de jouer pour travailler, qu'ils prissent au sérieux au moins autant le 12e de ce roman collaboratif que l'entièreté de leur œuvre plus ou moins savoureuse. Il aurait fallu un éditeur d'acier prêt à renoncer jusqu'à s'amuser. De la poigne, quitte à en faire le roman des 10, le roman des 8, ou même des 6 après le forfait des plaisantins. Mais force est de constater qu'il fut décidé de garder l'imagination pure, sans censeur. Voilà bien le piège qu'il aurait fallu éviter. Donner à des écrivains le pouvoir d'écrire, sans la crainte d'être refusé. Sans peur, la plume s'enfle.